Marie Montpetit. Voilà. Alors, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition. On a parlé des régimes toute la semaine. Oui. Et aujourd'hui, Isabelle, tu nous parles, suspense, de ton régime préféré. Ah, c'est mon préféré, mais c'est pas vraiment un régime, hein, c'est un mode de vie. C'est une approche, un mode de vie, qui est donc Le régime méditerranéen. J'en parle depuis 30 ans. Puis c'est drôle parce que, tu sais, les régimes, c'est souvent des modes. Il y a toutes sortes de régimes qu'on met de l'avant, le paléo, le Atkins, etc. Mais celui-là, il est toujours d'actualité et on l'étudie, Marie, depuis 1960. C'est pas récent. Et puis, j'ai fait une revue de littérature récente, puis il y a encore plein d'études qui sont publiées sur cette approche-là. C'est pas tant pour maigrir, je dirais, mais c'est une approche ultra saine pour prévenir les maladies chroniques, pour la santé mentale aussi, pour diminuer le risque de dépression, pour vieillir en santé. C'est vraiment la meilleure des... Et je dirais même vieillir en beauté, parce que dans mon livre sur la ménopause, j'ai étudié cette approche-là. Les femmes qui adhèrent au modèle méditerranéen ont moins de rides. Donc, pour vieillir en beauté, c'est aussi l'approche suggérée. Ben là, c'est bien fort intéressant, ça. Donc, finalement, ça n'a que des... en tout cas, tu vas me le dire à la fin. Mais, donc, c'est quoi donc, régime méditerranéen? Parce que c'est adopté par les gens de la Grèce, de l'Italie, du sud de la France. Mais c'est quoi les grands principes? Bon, alors les 16 pays qui bordent la mer Méditerranée, il y en a plusieurs, puis ça s'illustre dans des cultures alimentaires qui sont très différentes quand même les unes des autres, mais avec toujours une base commune. C'est sûr qu'en Italie ou au Maroc, on mange pas la même chose, mais la base reste commune. Premièrement, consommation quotidienne de fruits, de légumes, de noix, de graines, donc essentiellement une base végétale. Ensuite, une alimentation super variée. Donc, des fruits, des légumes de saison. Les gens cuisinent beaucoup là-bas. On s'inspire des arrivages. Donc, ça, c'est très, très sain. Une consommation, en troisième lieu, quotidienne de grains. Donc, on pense aux pâtes en Italie, on pense au couscous au Maroc, en Tunisie aussi. Donc, il y en a des grains entiers. Et souvent, on se dit, on met les grains de côté, mais dans cette approche-là, c'est pas mal la base. Le risotto au nord de l'Italie, les pâtes au sud de l'Italie, la pizza, le sud de la France également, où on a quand même beaucoup de pain, foie gras aussi. Inclusion de légumineuses plusieurs fois par semaine. Donc, au moins, souvent un repas végé. Là. Moi, pour avoir vécu en Europe, les repas du midi, c'était souvent une belle salade de lentilles, de légumineuses, de pois chiches. J'ai habité à Marrakech également, donc souvent beaucoup de pois chiches également. Donc, les légumineuses font partie de la routine presque quotidienne. Utilisation également quotidienne d'huile d'olive extra vierge. Et là, je lisais un dossier sur la fraude alimentaire aujourd'hui, puis on va revenir là-dessus. Il y a beaucoup de fraude dans l'huile d'olive. Oui, dans l'huile d'olive, je serais curieuse de t'entendre là-dessus, mais c'est effectivement, ça ressort souvent, ça, de dire qu'il y a de la fraude, sur si tu es vraiment pressé à froid. Si tu, ça fait longtemps, là, je me souviens même dans les années 80, là, il y avait eu des grands scandales aussi sur comment c'était coupé puis ce qu'il y avait dedans. Puis en tout cas, c'est un peu comme le miel, là, ça, je pense. C'est des produits qui sont... faut avoir une source fiable. Là. Ah oui, miel, sirop d'érable, je pense qu'on va faire une chronique entière là-dessus. Mais de l'huile d'olive extra vierge, et ça, c'est important. Donc, ça prend pas une huile qui est coupée avec d'autres choses. Ça veut dire quoi, extra vierge puis pressé à froid? Tiens, je te lance là-dessus. Très bonne question. Les olives sont pressées dans les 24 heures suivant la cueillette. Donc, c'est ultra frais. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas d'oxydation, que ce soit des olives vertes ou des olives noires. Ça, c'est extra vierge dans le sens de ça vient, le vierge dans le sens de ça vient d'être cueilli. Là, ça vient d'être cueilli, puis un taux d'acidité aussi qui est réglementé. Il y a le Conseil oléicole international qui émet des normes pour porter l'appellation extra vierge. Mais en général, c'est vraiment gage de qualité. Puis ça veut dire que la bouteille est dans un pot foncé parce qu'on veut pas que l'huile s'oxyde. Et puis le goût est très distinct dans l'huile d'olive. Là, je pense qu'on va faire une autre chronique là-dessus parce que selon si c'est les olives noires Kalamata plus douces ou verte,
Plus dans le sud de l'Italie, plus corsé, plus herbacé, bien, il y a plus d'antioxydants aussi. Non, tu nous feras une chronique là-dessus, Isabelle, parce qu'à chaque fois, moi, que je me retrouve devant la section des huiles, là, puis là, tu as huile fine pour les salades, huile fine pour la cuisine de tous les jours, goûteuse, verte, puis... Moi, je les aime toutes. Bon. Moi, j'adore. J'en ai plein de pays. Ensuite, des herbes et des épices beaucoup plus que du sel. Donc, vraiment des fines herbes fraîches, souvent. Beaucoup d'épices. On pense Maroc, Tunisie, il y a beaucoup d'épices. En Espagne, c'est plus le safran, mais on cuisine beaucoup. C'est très savoureux. En dessert, c'est souvent des fruits. Je me souviens, moi, j'habitais en Sicile pendant quelques mois, puis en dessert, on allait cueillir les figues dans les arbres. Là. C'était vraiment, on mangeait pas une pâtisserie ou on mangeait pas un gâteau transformé. Là. C'était vraiment les fruits frais. Consommation de poisson 2 à 3 fois par semaine. Peu de lait, mais du yogourt. On pense à la Grèce, le yogourt grec avec un filet de miel ou avec des fruits frais. Peu de viande rouge et de charcuterie. Bon, là, je parle pas de la France, mais en général, peu de viande rouge. On va suggérer une consommation quelques fois par mois de viande rouge. Et la viande rouge va inclure le canard, le bœuf et le porc. Donc, très peu de viande rouge, de la volaille, essentiellement du poisson. L'eau, la boisson... En Méditerranée, là, on ne boit pas de jus, on ne boit pas des cocktails, on boit du vin et de l'eau et du café. Et donc, ça... pas de boisson sucrée, pas de soda, c'est voilà. Ça. Mm-hmm. Très peu de sucre. Le sucre est en haut de la pyramide du régime méditerranéen, donc très, très peu de sucre dans l'alimentation. Le sucre, c'est festif. On va faire sortir un dessert. Les anniversaires, les occasions spéciales, Noël. Voilà, les mariages à l'italienne, là, qui a toujours une belle table de dessert, mais sinon, essentiellement des fruits. Très peu de boissons sucrées, peu d'aliments transformés, des portions qui sont modérées. Je pense aux pâtes alimentaires. Puis je reviens encore à l'Italie parce que le primi piatti, les pâtes, c'est pas une grosse portion. On n'est pas dans le spaghetti bolognaise qu'on va manger ici, qu'on a l'équivalent de 3 tasses de pâtes. Là. C'est à peu près une tasse de pâtes, suivi de poissons-légumes, par exemple. Donc, ça ressemble à ça. Ensuite, bien, c'est des gens qui marchent énormément. C'est pas des gens qui vont aller beaucoup en Méditerranée au gym. Tu sais, c'est vraiment de la marche, du plein air. Et ça, c'est très bon pour le taux de cortisol. L'aspect convivial également, partage des repas en famille et, évidemment, la sieste selon les pays, qui fait partie aussi des habitudes de vie. On a eu un fort intéressant, d'ailleurs, expert en sommeil et qui est venu nous parler cette semaine, justement, des avantages de la sieste sur les émotions, sur l'humeur. En tout cas, il dit que c'était un incontournable, la petite sieste de 15-20 minutes en début d'après-midi après avoir mangé. Donc, c'est une bonne pratique. C'est quoi les avantages, Isabelle, dans le fond, du régime méditerranéen? Il y en a beaucoup d'avantages. Je dirais le premier, c'est vraiment celui sur la santé cardiovasculaire. Donc, dans toutes les études, et ça depuis une grande étude qui s'appelait l'étude des 7 pays dans les années 1960, où on a comparé les habitudes alimentaires de plusieurs pays, dont les États-Unis, la Finlande, l'Italie, la Grèce, en lien avec les habitudes de vie. Donc, une grande étude épidémiologique, puis on s'est rendu compte que surtout les Grecs avaient beaucoup moins de maladies cardiovasculaires de par leurs habitudes de vie et surtout sur l'île de Crète. Et c'est là qu'est né ce régime-là et ses avantages sur la santé du cœur. Je regarde plein d'études récentes également. On a eu une étude faite à Lyon où on a prouvé que cette approche-là pouvait réduire les risques de récidive si on a un infarctus du myocarde, par exemple, de l'ordre de 70 %. On parle de prévention secondaire. Prévention primaire également, beaucoup d'études, même des études récentes où on suit des milliers de personnes, puis on regarde ceux qui adoptent le régime méditerranéen versus ceux qui ont un régime typique nord-américain. Mais ceux qui suivent le régime méditerranéen vont réduire leur risque en général, selon les études, là, de 30 % d'avoir un incident cardiovasculaire. Puis ça inclut les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Donc, très, très bonne approche pour le cœur. Syndrome métabolique aussi, ça va diminuer. Syndrome métabolique, on l'a vu ensemble cette semaine. Glycémie élevée, on a souvent un cholestérol élevé, obésité viscérale au niveau du ventre, pression artérielle élevée, ça diminue de 20 % le risque de syndrome métabolique. Ça diminue de 13 % le risque de diabète de type 2 également. Et
fonction cognitive. Ça, c'est vraiment intéressant parce que on a vu que le régime cétogène cette semaine et le jeûne intermittent ont tous les deux un impact potentiel bénéfique sur la neuroinflammation, mais le régime méditerranéen aussi parce que c'est plein d'antioxydants, il y a des composantes anti-inflammatoires. Donc, tout ce qui est Alzheimer, Parkinson, ça serait vraiment un bon modèle à adopter. Et sa limite, c'est sur le poids parce que ça fait pas tant maigrir. Donc, quelqu'un, par exemple, qui dit, moi, mon médecin m'a dit que je devrais perdre 50 livres. Il faut combiner ce régime-là avec une approche hypocalorique. Genre, on fait une approche à 1800 calories, par exemple, mais selon les principes qu'on a vus ensemble du régime méditerranéen, à ce moment-là, on peut perdre du poids et améliorer sa santé globale en parallèle. Je te fais une petite anecdote sur le régime méditerranéen, Isabelle, parce que j'avais eu une discussion avec Dr. François Rives, là, qui est bien connu, qui est un cardiologue. Puis j'avais eu un échange avec lui dans une de mes chroniques sur le vin. Sur est-ce que c'est bon ou pas pour la santé cardiaque, parce qu'il y a plein de choses qui sont sorties en disant que finalement, ce qu'on pensait que c'était bon, le petit verre de vin rouge tous les jours, ou 2 consommations, 3 consommations, on ne sait plus. Puis là, finalement, les études disent que ça n'a pas de valeur ajoutée puis que ça n'a vraiment pas de fait de différence. Puis il me disait que finalement, que ça venait du régime méditerranéen où, à l'époque, dans les années 60-70, il dit c'est l'Amérique du Nord, dans le fond, qui est partie avec juste une petite partie de ce régime-là, qui était la consommation de vin rouge, puis tout le reste a été laissé de côté. Donc, le poisson, l'huile, puis il dit finalement, c'est comme si on avait pris juste une partie en disant ce qui fait notre affaire, en disant, ça doit être le vin rouge dans ce régime-là qui est bon. Puis là, on en a fait une espèce de vérité en disant, finalement, c'est le régime méditerranéen, c'est le vin rouge, donc le vin rouge, c'est bon pour la santé cardiaque. Tu nous as parlé, donc cette semaine, Isabelle, du régime cétogène, du jeûne intermittent, d'alimentation intuitive, de régime méditerranéen. C'est quoi ta conclusion sur ce tour d'horizon de 4 régimes, 4 approches différentes? Moi, mon approche, ça a toujours été le régime méditerranéen. Par contre, je vais adapter en fonction, on personnalise vraiment nos approches. Un sportif, là, je vais mettre un petit peu plus de glucides, par exemple. Quelqu'un qui a naturellement pas faim le matin, qui a de l'obésité viscérale, je vais peut-être mettre le jeûne intermittent, mais rien n'empêche de faire le jeûne intermittent avec l'approche méditerranéenne. À ce moment-là, on omet le déjeuner, on a un dîner, une belle salade de lentilles, par exemple, avec plein de légumes, un souper le soir avec du poisson. Donc, on peut joindre les 2 approches aussi. Et puis, quelqu'un qui a un trouble alimentaire, j'irais davantage avec l'alimentation intuitive, en pleine conscience, travailler la relation avec les aliments, la gestion des émotions et apporter aussi tout l'aspect psychologique. Donc, moi, je pense que la conclusion, c'est vraiment de personnaliser l'approche en fonction de la personne qu'on a devant nous. Puis de pas... Soyez prudents là, pour les gens qui nous écoutent puis qui voient, perdez 5 livres par semaine, achetez ces gummies-là, keto qui vont vous faire maigrir. Il n'y en a pas de solution miracle. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de solution miracle, puis c'est pas parce que ça a fonctionné pour le voisin que ça va fonctionner beaucoup. Pour nous. Merci beaucoup, Isabelle. Très intéressant. Comme ça, on est tous plus éduqués, éclairés pour la suite des choses. Merci. Merci. L'émission de Marie